Les grands entretiens de Jean-Jacques Seymour. Jean-Jacques Seymour reçoit à son micro les grandes personnalités qui font l'actualité culturelle, politique, sportive et économique. Et aujourd'hui, je reçois dans le grand entretien François Asselineau, une voix singulière dans la politique française. François Asselineau, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, et qui sera vraisemblablement le candidat de ce parti, l'Union populaire républicaine, pour les prochaines élections. Je vous rappelle qu'en 2017, où il s'était présenté, il avait obtenu 0,92% des voix. On en reparlera tout à l'heure. Bonjour François Asselineau. Bonjour Jean-Jacques Seymour, et puis merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis j'en profite pour souhaiter une bonne année à tous les auditeurs. J'allais faire la même chose, vous souhaiter de bonne année, une année qui commence un petit peu sur les chapeaux de roue. Mais parlons d'abord de votre parti, que l'on qualifie, lorsque l'on lit la presse étrangère et certains observateurs, comme un parti souverainiste, anti-américain, conspirationniste, etc. Un parti de gauche, d'extrême droite, etc. Vous qualifiez tout simplement de gaulliste. Oui, même pas. Nous, on s'inscrit dans une pensée qui est pluriséculaire, on peut même dire millénaire. Et c'est la volonté d'avoir un pays indépendant, libre et souverain. Donc, effectivement, la dernière fois où ça s'est vraiment produit, c'était avec De Gaulle, avec la France était effectivement un pays libre, indépendant et souverain, et qui menait sa propre politique dans tous les domaines, à commencer par les affaires étrangères, à continuer par la politique monétaire, la politique économique, la politique sociale, et qui menait cette politique souverainement. Mais auparavant, il y a eu déjà des épisodes. Vous savez que la France, ça veut dire le pays des hommes libres, hein, en étymologie. Franken, ça veut dire l'homme libre. Donc on peut considérer, par exemple, que lors de la bataille de Bouvines en 1215, lorsque Philippe Auguste a battu l'Europe coalisée contre lui, c'était déjà la même chose. On peut considérer tout au long de notre histoire des moments où la France a voulu être indépendante et souveraine. Et puis, évidemment, l'un des plus grands épisodes étant la Révolution française, où la France s'est opposée à toute l'Europe coalisée pour imposer un modèle de société, un modèle de développement qui lui était propre. Donc voilà, donc nous, ce qu'on veut, c'est ça. Et puis, pourquoi on veut ça ? Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, mais pourquoi ? C'est de la nostalgie. Non, c'est pas de la nostalgie. Vous avez jamais dévié depuis l'origine ? Non, ça fait 15 ans bientôt. On va fêter le 15e anniversaire de l'UPR. Donc, ça sera justement en pleine campagne. J'ai créé ça le 25 mars 2007. C'était le jour du 50e anniversaire du traité de Rome, créant le marché commun. Donc là, on va faire ça le 26, en fait, puisque ça sera plus pratique. C'est un samedi. On va faire ça à Paris, d'ailleurs, que tous vos auditeurs peuvent déjà le noter. Mais pour revenir à ce que je disais, si on veut faire ça, si on veut que la France redevienne indépendante et souveraine, c'est tout simplement pour respecter la démocratie. J'ai présenté un programme où je propose toute une série de réformes qui vont dans le sens de ce que souhaitent les Français. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui. Mais par exemple, la fin des délocalisations, l'augmentation du niveau de vie qui ne cesse de dégringoler pour les catégories modestes de la population et même pour les classes moyennes. Les Français veulent également avoir un pays qui ne soit pas à la suite des États-Unis dans tous les domaines, qui ne soit pas en permanence en conflit larvé avec la Russie, avec la Chine, etc. Les Français, ils veulent aussi que les retraites soient protégées de l'inflation, etc. Bon, dans tous ces sujets, moi, je fais des propositions, mais j'explique à chaque fois que tant qu'on reste dans l'Union européenne et dans l'euro, on ne pourra pas le faire. Donc, c'est en fait l'objectif de notre mouvement et de ma candidature. C'est tout simplement d'être au service de ce que veulent les Français. Voilà. Parce qu'on a depuis maintenant un certain nombre de présidents. On le voit avec Macron. Macron, il n'est pas au service des Français. Macron, il est au service d'une oligarchie internationale. Il est au service de Big Pharma, comme on dit, des grands laboratoires pharmaceutiques. Il est au service de Pfizer. Mais il n'est pas au service des Français. D'ailleurs, vous l'avez vu. Il a dit qu'il les emmerdait. Alors justement, on va y aller tout de suite, puisqu'on est en plein dans cette actualité. Emmanuel Macron veut emmerder les non-vaccinés. Le président s'exprime parfois, on le voit de façon familière. Un leader politique qui dit qu'il veut emmerder, ça vous choque ? Oui, alors moi ce qui me choque, déjà que ce soit familier, ça à la limite,
Ce qui est un peu gênant, c'est qu'il en fasse une déclaration publique. Vous savez, tous les grands hommes, enfin tous les hommes d'ailleurs, ou les femmes aussi d'ailleurs, peuvent avoir, quand ils sont énervés, peuvent avoir des propos un peu vulgaires, un peu familiers. C'est pas tellement ça qui me choque. Disons que je ne l'aurais pas fait à sa place dans une déclaration publique. Mais ce qui est extraordinairement choquant, c'est que il décide de sa propre initiative que des millions de Français qui n'ont rien commis d'illégal, puisque je rappelle qu'il est tout à fait légal de ne pas se faire vacciner. Il n'y a aucune interdiction, donc ça fait... Il n'y a aucune obligation. Voilà, il n'y a aucune obligation de se faire vacciner. Il n'y a aucune interdiction à ne pas l'être. Donc ça veut dire qu'il a décidé que des millions de Français innocents, qui ne sont coupables de rien, eh bien il a décidé, il a décidé, je vais les emmerder jusqu'au bout. Alors, il n'a pas dit que ça, d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être encore plus grave, c'est qu'il a dit que c'était des irresponsables et qu'ils n'étaient plus des citoyens. Alors ça, c'est exceptionnellement grave, parce que qu'est-ce que ça veut dire ne plus être citoyen ? Et qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, de vouloir emmerder quelqu'un jusqu'au bout ? Jusqu'au bout. Donc, on ne sait pas, d'abord, quel est le périmètre des gens auxquels il s'adresse. On n'est pas loin de la déchéance de nationalité, oui, là. Absolument. Déjà, on ne sait pas à qui il s'adresse, parce que les non-vaccinés, c'est pas uniquement les personnes qui n'ont jamais eu d'injection. Ça peut être aussi des personnes qui ont eu 2 injections et qui refusent la 3e. Et puis, ça peut être des personnes qui ont eu les 3 injections et qui refusent la 4e, puisque vous savez que la Commission européenne a acheté, sans que les Français le sachent, sont d'ailleurs appels d'offres, etc., tout ça dans l'opacité la plus complète, avec des contrats dont on ne connaît pas le contenu. Les contrats sont cachés. La Commission européenne a acheté 4,4 milliards de doses Pfizer, d'injection Pfizer ARNM. 4 400 millions. Vous divisez ça par 440 millions d'habitants, bébés compris, dans les 27 pays de l'Union européenne, ça fait 10 doses par personne, et ceci pour les années 2021, 2022, 2023. Ça veut dire, si vous divisez 10 par 3 ans, ça veut dire à peu près 3,3 doses par an. Ça veut dire une dose tous les 4 mois. Et c'est exactement ce qu'on est en train de nous expliquer. C'est-à-dire que maintenant, la 3e dose, c'est acquis. Et maintenant, on nous dit la 4e dose. Et même Véran a dit ça sera une dose tous les 4 mois. Ça veut donc dire que les personnes qui se sont fait injecter ARNM, qui même pensent qui se sont fait la 3e, il faut savoir qu'ils auront... On va leur expliquer à partir du mois de février ou mars, ou juste après la présidentielle, on va leur dire qu'il faut la 4e. Et puis au mois d'octobre, on leur dira qu'il faut, ou au mois de septembre-octobre, qu'il faut la 5e. Et puis en mois de janvier 2023, qu'il faut la 6e. Non, mais etc. Une piqûre tous les mois, là ça va plus. Là. Alors c'est pas tous les mois, c'est tous les 4 mois. Oui, mais... Alors, pour revenir à mon propos, normalement, si les propos de M. Macron ont un sens, ça veut dire que les personnes qui actuellement n'ont que 2 injections seront considérées dans les non-vaccinés, puisque leur vaccination n'est plus valable. Ça veut donc dire que M. Macron ne s'est pas adressé uniquement aux 5 à 6 millions de Français qui ne sont pas vaccinés ou qui sont guéris sans avoir été vaccinés, c'est mon cas. Mais c'est également, il s'adresse potentiellement à des dizaines de millions de personnes. Et alors là où c'est encore plus choquant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il a dit que c'était à ses yeux, c'était plus des citoyens. Alors qu'est-ce que ça veut dire si c'est plus des citoyens et s'il veut les emmerder jusqu'au bout ? Je vous ai suggéré d'échéance de nationalité. D'échéance de citoyenneté ou de nationalité ? Ça veut dire par exemple qu'on ne pourrait plus voter à la présidentielle. Et vous savez qu'il y a un amendement qui a été rejeté à l'Assemblée nationale hier dans la nuit. Il y avait une députée qui avait proposé que on puisse aller faire les opérations de vote sans avoir le pass vaccinal. Ça a été rejeté. Donc il n'est pas du tout exclu que l'on nous explique, c'est même malheureusement très probable, que l'on nous explique que dans quelques semaines, que pour aller voter pour la présidentielle, il faudra avoir le pass vaccinal. Ça veut donc dire des millions de Français qui seraient exclus de cette élection. Et bien entendu, comme a priori ce sont des opposants, ça veut dire un écrémage des électeurs d'une façon... Enfin, on est dans une société totalitaire. Alors évidemment, certains vont nous dire « mais on va pouvoir voter par correspondance », comme c'est paraît-il prévu. Mais je rappelle que le vote par correspondance a existé en France et a été supprimé en 1975 de mémoire, parce qu'il était l'objet de trop de fraudes.
Alors vous imaginez maintenant, c'est un vote par correspondance ou un vote par Internet, on retombe sur des affaires comme aux États-Unis avec Dominion, des choses comme ça. Donc c'est la porte ouverte à des problèmes infinis. Moi je pense que M. Macron joue avec le feu. Et puis je terminerai sur ce propos en disant que ça n'est pas le rôle d'un président de la République de parler comme ça. Le rôle d'un président de la République, c'est de rassembler la population, c'est de réunir les Français, c'est de ne jamais jeter de l'huile sur le feu. De Gaulle, dans un discours en 1951, parlait de réconciliation. Il fallait réconcilier les Français après les drames de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des Français dans tous les camps. Donc il avait comme souci de guérir un peu les blessures. Il voulait réconcilier les familles et il voulait réconcilier les classes sociales. Vous savez qu'il avait ce projet qu'il a développé dans les années 60, qui était le projet de participation, qui était un peu une voie médiane entre le capitalisme et le socialisme. Donc l'objectif d'un chef d'État, c'est de veiller, c'est la base même, et pas seulement en France, à l'unité nationale. On est dirigé par quelqu'un qui est un apprenti sorcier, comme on dit. C'est que M. Macron, il tient des propos où il sème la zizanie les uns contre les autres. Alors comme vous avez un autre bout de l'échiquier, enfin un autre morceau de l'échiquier, vous avez quelqu'un comme Éric Zemmour qui lui sème aussi la zizanie entre les Français, notamment avec les Français musulmans. Enfin quoique je n'en sais rien parce que vous avez vu qu'il a lancé une association, les musulmans avec Zemmour, donc on n'y comprend plus grand-chose. Enfin, voilà, moi, il y a à l'autre bout de l'échelle, il y en a d'autres du côté de l'extrême gauche qui sèment la zizanie avec la woke culture, etc. Tout ça, c'est pas bien parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus fracturée, où le niveau de vie est orienté à la baisse. Personne d'ailleurs n'explique pourquoi, sauf moi. Moi, j'explique que c'est à cause de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Mais donc, on est dans une... Je pèse mes mots, je suis inquiet sur la suite des événements. C'est qu'on risque d'avoir des responsables politiques qui sont en fait des irresponsables et qui nous conduisent au chaos et peut-être même à des débuts de guerre civile. Restons sur le pass vaccinal. Là. Donnez-moi un peu votre explication dessus. C'est une sorte d'obligation vaccinale déguisée, autrement dit, une façon de se faire piquer qui ne dit pas son nom ? Oui, c'est ça. Normalement, d'abord, ce qu'il faut quand même savoir, moi, ce que je trouve fascinant dans cette période, c'est que tout est caché aux Français. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Si vous étiez président de la République, Jean-Jacques Seymour, et si vous étiez confronté à ce qui vient de se passer, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait moi, je n'aurais surtout pas pris sur moi de décider de tout. J'aurais demandé à la représentation nationale de débattre. Parce que là-dedans, c'est pas forcément... Je reconnais une chose, c'est que c'est pas évident. Quand il y a une pandémie qui arrive comme ça, c'est pas forcément facile de savoir ce qu'il faut faire. Il y a un comité scientifique. Mais là, Macron, il a constitué surtout un conseil de défense. Et les délibérations sont cachées, sont camouflées au public, comme si c'était des secrets d'État pendant 70 ans. Moi, j'ai dit que si je suis élu, parmi les premières mesures que je prendrais, je rendrais public... que les gens sachent ce qui s'est décidé. Et pourquoi Macron, c'est pas le roi de France, Macron, qu'est-ce que c'est que ce type ? Il n'a aucune compétence en matière médicale. D'ailleurs, les médecins s'écharpent entre eux. Vous avez des avis extraordinairement différents entre les médecins. Et il est tout à fait faux, d'ailleurs, de croire que les médecins sont tous pour la vaccination, qui d'ailleurs n'est pas une vaccination, c'est des injections ARNM. Je reviens à ma métaphore. Jean-Jacques Seymour, si vous étiez président de la République, si vous étiez honnête, de bon sens, premièrement, les décisions, vous les feriez prendre de façon très transparente et par les députés, comme c'est d'ailleurs le cas dans tous les pays du monde, où c'est le Bundestag qui prend les décisions. D'ailleurs, même en France, formellement, c'est bien les députés, sauf que ce sont des godillots et ils appliquent exactement la loi qu'a décidé Macron. Par ailleurs, vous feriez quoi ? Vous autoriseriez le maximum de vaccins. Un des problèmes qui se pose actuellement en France, c'est que c'est pas de la vaccination qu'il s'agit, c'est de la pfizerisation forcée ou de la ARNMisation forcée. On ne permet pas aux Français de se faire vacciner par des vaccins, je pense notamment au vaccin chinois de Sinopharm,
qui est fait avec un virus désactivé, c'est-à-dire à la méthode de grand-mère, si j'ose dire. On parle même pas du vaccin cubain. Voilà, il y a un vaccin cubain, exactement. Il y en a plusieurs, il y en a 5. Voilà. Donc il y a des vaccins cubains, russes, chinois. Il va peut-être bien y avoir aussi un jour un vaccin français. Il y a des vaccins indiens. Donc, moi, je parlais du vaccin chinois parce que je sais qu'il y a plus de 300 ou 400 millions de personnes qui ont été injectées. J'ai vu des études faites en Hongrie qui montraient que ce vaccin n'était peut-être pas le plus efficace, mais il était plus efficace qu'AstraZeneca. Et donc, il n'est pas du tout inefficace, contrairement à ce que l'on dit. Je suis persuadé que si les Français avaient le choix et pouvaient se faire vacciner avec un virus fait, comme je disais, à la méthode de grand-mère, avec un vaccin fait avec un virus désactivé, et non pas avec cette thérapie qui est encore en phase expérimentale. Moi, je ne suis pas contre la science, mais on a quand même quelque chose qui est en phase expérimentale. Eh bien, je pense qu'il y aurait une moindre réticence. À commencer par moi. Moi, je sais que si j'avais le choix, je préférerais avoir un vaccin traditionnel que ces vaccins ARN. C'est l'objet du conflit en Guadeloupe aujourd'hui avec les soignants. D'ailleurs, exactement, le gouvernement le sait tellement qu'en Guadeloupe, ils ont autorisé le vaccin chinois, justement, pour les aides-soignants ils sont pas bêtes, hein. Les soignants guadeloupéens, eux, ils disent la même chose que ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne veulent pas avoir ce vaccin, c'est pas un vaccin, cette thérapie ARNM, parce qu'ils estiment qu'on n'a pas suffisamment de recul. C'est pas la seule chose. C'est que par ailleurs circule sur Internet, et pas seulement sur Internet, mais au CDC d'Atlanta, ce qui regroupe toutes les déclarations d'effets secondaires aux États-Unis, il y a l'Institut Robert Koch en Allemagne, il y a dans toute une série de pays, on se rend compte que les thérapies ARNM ne sont pas inoffensives. Il y a des doutes très sérieux sur potentiellement des milliers de morts, des dizaines de milliers d'effets ou des centaines de milliers d'effets secondaires, comment dirais-je, sur les jeunes notamment, les péricardites, les myocardites, etc. Vous avez vu le nombre de sportifs, notamment dans le foot, des sportifs de très haut niveau qui d'un seul coup ont des malaises cardiaques, et c'est avec une fréquence qui est supérieure. Il y a toujours eu des gens qui avaient des malaises sur les stades de foot, mais là c'est avec une fréquence très importante. Donc tout ceci circule, toutes ces rumeurs, et pas seulement des rumeurs, il y a des gens aussi qui ont, moi j'en connais dans leur famille, un enfant ou une jeune femme, par exemple, qui n'a plus ses règles depuis qu'elle est vaccinée, quelqu'un qui est patraque depuis qu'il a été vacciné, quelqu'un qui a le souffle court, quelqu'un qui a été hospitalisé en urgence parce qu'il avait une myocardite. Ce sont des événements qui existent dans la vie réelle. Alors, tout ça, sinon, on va vous dire conspirationniste. Non, c'est pas de... Oui, mais ça, vous savez... C'est devenu... si vous voulez, il y a un moment... Comment dirais-je, la propagande finit par se manger elle-même. Quand j'étais candidat en 2017, quand j'expliquais que derrière la construction européenne, il y avait eu les États-Unis d'Amérique dans les années 50, qui sont des faits absolument avérés historiquement, on m'a traité de complotiste et de conspirationniste. Alors ça a pu impressionner les gens, parce qu'il y a 5 ans, complotiste, ça faisait peur. Maintenant, ça fait rigoler. Parce que maintenant, dès que vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Macron, et ça clique, vous êtes complotiste ou conspirationniste. Dès que vous savez, l'Occident a apporté quelque chose au monde, c'est, à partir de la Renaissance, c'est la possibilité intellectuelle de se défier de tout ce qu'on vous dit, de remettre en cause tout ce que l'on vous dit au crible de la raison. C'est la révolution copernico-galiléenne, c'est le discours de Descartes, c'est donc au XVIe, XVIIe siècle, à ce tournant-là, et ça c'est vraiment l'invention de l'Europe, de la civilisation occidentale, par rapport à toutes les pensées dogmatiques ou magiques des sociétés tribales traditionnelles dans le monde entier, ou pas seulement tribales d'ailleurs, des grands États comme l'Égypte pharaonique, etc. Là, on a inventé quelque chose, c'est la liberté intellectuelle, la capacité de se poser des questions en dehors des dogmes de la Sainte Église catholique, comme c'était le cas pour Copernic et Galilée. Eh bien, on est en train de revenir dans un nouvel obscurantisme, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit par Macron et son équipe, si vous commencez à demander des comptes sur le nombre de cas nocifs, aussitôt, on va dire, vous êtes complotiste et conspirationniste. Le problème, c'est que ça marche plus. Les gens rigolent, et on est dans ce sentiment vraiment très bizarre, c'est que énormément de Français, maintenant, ont perdu confiance, sont en train de perdre confiance
dans la médecine en général, et ça c'est très très grave. Moi, dans mon programme, un des objectifs que je me suis fixé, c'est non seulement de rassembler les Français, parce qu'il y a des haines inexpiables maintenant entre amis, entre familles, c'est incroyable. C'est la nouvelle affaire Dreyfus, ce truc, sauf que ça dure depuis 2 ans. Et puis, ce que je me suis fixé comme objectif, c'est d'essayer de redonner confiance aux Français dans le corps médical. Ça veut dire, par exemple, que moi, je préconise qu'il y ait la liberté vaccinale. Les gens qui veulent se faire vacciner se feront vacciner. C'est notamment, semble-t-il, plutôt recommandé pour les personnes, disons, au-delà de 70 ans ou les personnes qui ont des comorbidités, comme on dit. Mais vous avez aussi la possibilité de ne pas vous faire vacciner. Et puis, c'est aussi la libre prescription de la part des médecins qui doivent n'avoir qu'une seule chose en tête. Ça n'est pas d'obéir à Macron, c'est le serment d'Hippocrate. Vous avez vu ce professeur, cet anesthésiste, je ne sais plus qui a eu droit à la parole et qui a dit qu'il fallait plus soigner les non-vaccinés. Mais enfin, c'est incroyable. C'est vraiment une violation. On revient sur 2000 ans de civilisation européenne. Hein. Alors justement, la question est, le pouvoir a-t-il instrumentalisé la Covid-19 pour en faire le sujet de la présidentielle? C'est possible, on ne parle que de ça. Oui. On ne parle que de ça. Quand on parle pas de ça, on parle du terrorisme islamiste. C'est fou. Actuellement, la présidentielle est partie dans une très mauvaise direction. C'est qu'on ne parle que de ça. Et on ne parle pas des sujets les plus fondamentaux de la société française, qui sont les miens, je pense, c'est-à-dire ce qui explique pourquoi la France est en train de dégringoler. C'est tout le problème. Il est là. Et j'ajouterais aussi que il y a une arrière-pensée derrière tout ça qui fait vraiment froid dans le dos. C'est de transformer progressivement ce pass sanitaire qui ne devait jamais avoir lieu, puis devenu un pass maintenant vaccinal, de l'en transformer en une obligation. Et puis après ça, on va nous expliquer que ça serait bien si on y mettait notre carte bancaire, et ça serait facile si on y mettait tous nos renseignements, etc. Et ça serait encore mieux si, comme en Suède, on en faisait une petite puce électronique sous la peau. Et là, on va aller directement dans une société qui est une société que même George Orwell, en 1984, n'avait pas imaginée. Une société comme en Chine, vous savez, le contrôle social, c'est-à-dire que, imaginez qu'on ait un pass qui jumelle le pass et votre carte bancaire. Bon. Et si vous ne vous faites pas vacciner, qu'on ait la capacité, l'État, ou un organisme qui gérerait ça, de vous couper votre carte bancaire si vous n'avez pas le vaccin au bon moment. Vous êtes complètement démunis. Vous ne pouvez plus. Et comme en plus on assiste à la dématérialisation, il y a de moins en moins de billets, de pièces, on paye de plus en plus avec des cartes dématérialisées, de l'argent dématérialisé, on peut avoir sur vous un pouvoir sans égal. On pourrait aussi vous retirer votre droit de vote, comme on le disait, ou même vous sanctionner parce que on corrélerait ça avec des propos que vous auriez tenus sur Internet, des propos contre Macron, et tant qu'on pourrait... C'est exactement ce qui se passe en Chine. Hein. Donc c'est pas des vaticinations, il y a un risque majeur de léguer à nos descendants une société de terrorisme étatique ou de totalitarisme absolument effrayant. Les grands entretiens sur Globe Radio avec Jean-Jacques Seymour. Et qui reçoit aujourd'hui François Asselineau, le président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. En 2017, François Asselineau, vous aviez obtenu 0,92% des voix à la présidentielle où vous vous êtes présenté. C'était pas gros, mais vous revoilà au combat. Vous regrettez pas, dites-moi, d'où vous êtes présenté à cette époque, avec le recul? Ah non, parce que je pense d'abord je ne suis pas seul. Hein. Il y a quand même des gens qui se reconnaissent dans mes analyses. Donc on est quand même un parti politique qui ne vit que, d'ailleurs, de l'argent versé par ses adhérents, ses sympathisants sous forme de dons ou d'adhésions. Je le signale parce que on est... Parmi tous les partis politiques français, la quasi-totalité d'entre eux sont dans une situation financière très difficile, avec des emprunts considérables, alors même qu'ils reçoivent des fonds publics, ce qui n'est pas notre cas. Alors je le signale aux auditeurs parce que quand ils votent pour un responsable politique ou pour son parti, ils doivent quand même se poser la question de la compétence, ne serait-ce qu'en matière de gestion budgétaire et financière. Ça me fait toujours sourire amèrement quand je vois des partis politiques comme les Républicains ou le Parti Socialiste, ou même le Rassemblement National, qui sont des partis qui sont en quasi-cessation de paiement, qui sont toujours en demandant des prêts aux banques, et qui nous expliquent que si on les élit, ils vont rétablir
rétablir les finances publiques et que l'endettement de la France est catastrophique. Ce sont eux qui sont à l'origine. C'est notamment LR et l'UDI, etc. Et puis les socialistes, c'est eux qui sont à l'origine de la situation calamiteuse de la France. Hein, ça, c'est un point important. Donc non, je ne regrette pas du tout de m'être présenté il y a 5 ans. D'ailleurs, parce que le nombre de nos adhérents a été multiplié par 2,2 en un an à cette époque. Et donc les analyses que je développais ont connu une certaine notoriété. Mais puisque vous m'en offrez l'occasion, je voudrais dire quelque chose sur cet aspect. Il y a des gens qui disent oui, ce qu'a dit Asselineau, c'est très bien, mais bon, je ne vais pas voter pour lui parce que il sera jamais élu et il va faire un petit score, donc il faut voter utile. Non, mais je vous pose la question parce que est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre François Asselineau, ses soutiens, vos soutiens auxquels vous faisiez allusion, Internet, parce que vous êtes beaucoup sur Internet, oui, et puis la réalité de ce pays. Absolument. Alors, ce que je voudrais dire, c'est un petit calcul mathématique que vous allez, je pense, comprendre. Quand parlez autour de vous, vous vous apercevrez que si vous dites François Asselineau, il y a peut-être, je sais pas, 10-20% des gens qui diront « Ah oui, ça me dit quelque chose ». Mais pas plus. Hein. Vous n'avez pas 90% des gens. Non, peut-être 10-20%. Maintenant, si vous leur dites « Mais en fait, qu'est-ce qu'il dit, ce type ? Qu'est-ce qu'il propose ?» Vous avez peut-être 4-5% des Français qui sont capables de dire des choses... Je ne leur demande pas de réciter le programme, mais qui sont capables de voir un petit peu ce que je dis. Pourquoi je propose... D'abord, est-ce qu'ils savent même que je propose la sortie de l'Union européenne et de l'euro ? Pourquoi je le propose ? Surtout pourquoi ? Vous avez peut-être que 4 ou 5% des Français qui le savent. Et pourquoi ça ? Parce que je n'ai pas accès aux grands médias. Regardez quelqu'un comme Éric Zemmour, par exemple. Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui, pendant des mois et des mois, là, au cours des mois écoulés, a fait l'objet d'une telle publicité que désormais... Il n'y a pas en France... Il y a 95% des Français qui savent qui est Éric Zemmour. Que de même que 95% des Français qui savent qui est Macron. Il faut toujours compter 4-5% de gens malades, des gens qui ont un petit peu perdu leurs esprits, des personnes très très âgées éventuellement, ou des gens qui s'intéressent absolument pas. Enfin, en gros, il y a plus de 90% des Français qui savent qui est Madame Le Pen et en gros ce qu'elle dit, qui est Monsieur Macron et en gros qu'est-ce qu'il dit, qui était François Fillon, maintenant Pécresse, et qu'est-ce qu'elle dit, et qui est M. Zemmour et ce qu'il dit. Voilà. Et puis Mélenchon et ce qu'il dit. Ça, les gens, ils le savent. Mais imaginez que moi, j'ai 90% des Français qui me connaissent et non pas 4%. Si avec 4% des gens, j'arrive à faire 1% des voix, ça veut dire que je suis arrivé à convaincre 20% des gens qui me connaissent. Et donc, si j'avais 90% des gens qui me connaissaient, si j'avais le même taux de conviction, si j'avais un quart de 90%, eh ben vous imaginez ce que ça fait. Ça fait à peu près du 20%. 20% des suffrages. On n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur. C'est la raison pour laquelle nous, notre obstacle numéro 1, c'est le fait que nous n'avons pas la notoriété nécessaire. C'est un problème d'abord et avant tout de notoriété. C'est pour ça visibilité médiatique ? Oui, bien sûr. Vous savez, on dit l'équité. Du temps de De Gaulle, en 1965, la première élection présidentielle, il y avait une seule chaîne de télévision. Il y avait 1 heure ou 2 heures qui étaient confiées à chaque candidat. Il y avait 6 candidats. Et ils avaient donc... soit ils disaient eux-mêmes, ils parlaient eux-mêmes, soit ils se faisaient interviewer par un journaliste ou quelqu'un de leur entourage. Et donc, ils avaient des émissions comme ça. Et puis, c'était tout. Il y avait égalité complète entre les 6 candidats. De De Gaulle à Marcel Barbu, ils avaient tous le même temps. Deuxièmement, les journalistes n'avaient pas le droit de commenter. Il n'y avait aucun commentaire sur l'élection. C'est-à-dire qu'on laissait les Français seuls face à leur conscience et on les forçait à se documenter par eux-mêmes et à écouter les 6. Maintenant, c'est tout à fait autre chose. Vous avez des candidats qui sont présélectionnés par des milliardaires. Et qui sont présélectionnés. Candidats présélectionnés. Oui, présélectionnés, parce que, par exemple, vous allez voir ce qui va se passer. Nous, d'ailleurs, on fait une démarche au CSA pour essayer d'obtenir que ça soit interdit. On va déjà dire qu'il y a la Ligue 1 et la Ligue 2, vous savez, comme au football. Comme au foot. C'est-à-dire que vous allez avoir... On va nous parler des grands candidats et des petits candidats. Qui décide de ça ? Les candidats, ils ont tous la même légitimité. Ils ont tous obtenu 500 parrainages. Donc, ce qui est vicieux là-dedans, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un va entendre parler d'un petit candidat,
vous avez 80%, 90% des Français qui vont arrêter d'écouter, qui vont se dire ouais, c'est un petit, bon, ça m'intéresse pas. Voilà, moi je m'intéresse parce qu'il y a des Français qui confondent parfois l'élection avec le PMU, et des Français qui votent non pas pour le programme, mais qui votent pour celui dont ils pensent, celui ou celle dont ils pensent qui va être élu. Moi, j'ai des anecdotes comme ça qui m'ont fait froid dans le dos. Une fois, quelqu'un que je rencontre qui était comment dirais-je, quelqu'un qui était à l'accueil d'un hôtel où je passais la nuit lors d'un déplacement et qui me voit arriver et qui dit « Ah, monsieur Asselineau, c'est formidable, je vous écoute tout ce que vous dites, c'est vraiment bien, j'adore. » Puis il commence à me citer quelques autres personnes sur Internet. Et donc je lui dis bah, « Écoutez, merci, c'est très gentil. » Je lui dis « Vous avez voté pour moi à la présidentielle ?» Et il me dit « Ah ben non, j'ai pas voté pour vous. » Je dis « Ah bon? Mais vous avez voté pour qui ?» Et il me dit « J'ai voté Macron. » Alors j'avoue, j'étais un peu interloqué. Je dis « Attendez, vous dites que ce que je dis est très bien, que mes années sont formidables, que vous êtes d'accord avec tout ce que je dis, vous votez Macron. Bon, vous avez voté Macron peut-être au deuxième tour, mais au premier tour. » Et il me dit « Ah non, non, j'ai voté Macron dès le premier tour. » Alors je dis « Mais comment vous avez pu faire ça ?» Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit « Ben oui, j'ai voté Macron parce que c'était lui qui allait gagner. » Mais je vous assure que c'est fréquent. Je vous assure que les gens confondent le PMU ou bien Koh-Lanta, si vous voulez, avec l'élection présidentielle. Et donc, j'en reviens à ce que je disais. Quand vous avez des médias qui commencent à vous dire il y a les grands candidats et les petits candidats, ben vous avez 80% des Français qui, d'un seul coup, vont fermer les oreilles et vont se dire moi, je me concentre sur les grands, on ne va pas perdre notre temps avec des petits candidats. Finalement, vous regrettez l'état de l'information dans ce pays aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez, le CSA, il dit qu'il raisonne en équité. Ça, c'est la loi, d'ailleurs, qui lui dit à ce qu'était l'égalité. L'égalité, c'est un concept simple, c'est un concept mathématique. C'est 2 égale 2. Bon. C'est-à-dire, s'il y a égalité entre les candidats, ils ont exactement le même temps de parole. Bon. Il faut d'ailleurs faire la différence entre le temps de parole et le temps d'antenne, parce que vous avez, je l'avais vu en 2017, moi j'avais déjà très peu de temps de parole, j'ai fait 0,93, mais j'ai eu 0,8% du temps de parole. Hein, alors que Macron a eu 25 ou 28% du temps de parole, et il a fait 23 ou 24, donc d'un certain point de vue, j'ai mieux rentabilisé mes maigres minutes que Macron. Mais maintenant, on raisonne c'est le principe de l'équité. Mais qu'est-ce que c'est l'équité? En fait, si vous connaissez Jean-Jacques Seymour, ce que l'on appelle le commerce équitable. Le commerce équitable, par exemple, pour acheter de la quinoa à un producteur de Bolivie, ou pour acheter du cacao ou du café à un producteur de Côte d'Ivoire, il y a une société, vous savez, Max Havelaar, qui est spécialisée là-dedans. Le commerce équitable consiste à donner plus d'argent aux producteurs ivoiriens ou boliviens que ce qu'il aurait normalement. Si on laissait jouer les forces de marché avec les grandes centrales d'achat occidentales, le déséquilibre du commerce nord-sud, eh bien, on exploite en fait le producteur de cacao de Côte d'Ivoire ou de quinoa de Bolivie. Bon, donc il y a des gens qui se sont dit c'est pas bien, c'est vrai que c'est pas bien, et donc qui ont prôné un commerce équitable où on donne plus d'argent à ceux qui n'en ont pas. C'est un principe c'est un principe de l'Église, hein, l'équité à l'origine, un principe théologique qui consiste à dire que lorsqu'il y a une trop grande inégalité de départ, on va faire un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui de la discrimination positive pour que ceux qui n'ont rien, ils aient plus. C'est ça que ça veut dire l'équité. C'est un peu de la discrimination positive. Si on applique ça à la politique, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les Français, en fait, est-ce que les Français ont besoin d'entendre Macron? C'est bon. On se l'est tapé 4 ans et demi. Donc Macron, à la limite, il n'a pas besoin que les Français le connaissent. Pareil pour Madame Le Pen, pareil pour Monsieur Mélenchon, pareil pour Madame Pécresse. Ce sont des gens, on les connaît archi par cœur. En revanche, vous avez des candidats que l'on connaît très peu. Vous avez par exemple Fabien Roussel, et on le connaît quand même peu. Nathalie Arthaud, on la connaît un petit peu, mais pas énormément. Jean Lassalle, s'il est candidat, on le connaît un petit peu, pas énormément. Et puis François Asselineau, on ne le connaît pas du tout. Ou très peu. Donc normalement, le principe d'équité devrait être que l'on devrait donner plus de temps de parole aux gens dont les Français ne connaissent rien pour qu'ils découvrent qu'il y a une autre offre politique. Or, c'est exactement l'inverse qui est vrai. C'est même pas de la proportionnalité. Nous, on a eu, aux élections européennes, les dernières grandes élections nationales auxquelles on a participé au niveau national, c'est les européennes de 2019. On a fait 1,2% des suffrages. Donc, si c'était la proportionnalité, on devrait avoir 1,2% du temps de parole. Et vous savez combien on a eu en 2021 ? On a eu 0,0022%. Voilà. On n'a eu rien.
Alors que normalement, si on avait eu 1,2% du temps de parole, ce qui n'était pas beaucoup, j'aurais dû être invité sur des grandes émissions politiques dans les 12 médias suivis par le CSA, une fois tous les 15 jours pendant toute l'année. Je n'ai été invité que 0 fois. Enfin, non, j'ai été invité, là, c'est au mois de décembre, à l'Extrême Minute, j'ai été invité quelques minutes sur CNews, c'est tout. Donc j'ai eu 0% du temps de parole. Et au même moment, vous avez des gens comme Éric Zemmour qui n'a jamais été candidat, donc il ne peut pas se prévaloir d'un score électoral. C'est pourtant dans les rubriques du CSA, il paraît qu'ils doivent tenir compte des élections antérieures. Bon, M. Zemmour, qui a eu 0% d'électeurs, puisqu'il ne s'est jamais présenté, qui n'a pas de programme, il n'en a d'ailleurs toujours pas. J'ai vu là ce qu'il a sorti, c'était très indigent. C'est sur 3-4 sujets. Moi, je rappelle que nous, notre mouvement, et moi-même, j'ai présenté le programme de l'UPR et mon programme présidentiel le 19 octobre dernier à la presse. Évidemment, la presse n'en a quasiment pas parlé d'ailleurs, mais tous les auditeurs intéressés peuvent aller le consulter. Il est en accès gratuit sur notre site upr.fr ou bien sur le site spécifique dédié qui s'appelle asselineau2022.fr. Nous avons un programme, nous avons eu des électeurs, nous avons sur Internet des scores vraiment excellents. Donc ce que je dis intéresse les gens. Nous apportons un vrai débat, nous apportons des réflexions tout à fait nouvelles. Donc il y aurait toutes les raisons du monde pour que je sois largement invité, et je n'ai rien. Donc ça, en fait, ce n'est pas un principe d'équité, c'est un principe d'inéquité qui prévaut. Et il faut que les Français, et ça c'est un de mes objectifs vraiment stratégiques, il faut que les Français se disent qu'il n'est pas normal que lorsqu'on les convoque pour une élection présidentielle, il y ait 3 ou 4 candidats dont ils ne sachent rien. Moi, je note que dans leur programme, ils parlent d'immigration, d'insécurité, d'islam, comme si tout cela était figé. Je ne sais pas, vous allez nous dire tout à l'heure de quoi vous parlez-vous, mais je note quelque chose dans cette élection, c'est que l'extrême droite est à plus de 30% en France. Qu'est-ce que cela vous dit de la vie de la société française ? Alors, d'abord, je pense, alors ça, c'est un commentaire un peu de politologue, donc je ne suis pas vraiment là pour ça, mais il me semble, d'abord qu'on a la qualification d'extrême droite un peu facile aussi en France. Il y a des pays, par exemple, où ce que dit Madame Le Pen, par exemple, vouloir lutter contre l'immigration clandestine, etc., dans la grande majorité des pays du monde, c'est un pays, on considère que c'est un parti conservateur traditionnel. Regardez, les Républicains disent des choses souvent bien pires que Madame Le Pen, ou bien vous avez, dans beaucoup de pays du monde, ça. Pour moi, l'extrême droite réelle, c'est un mouvement de pensée qui consiste à verrouiller progressivement la démocratie et à chercher des boucs émissaires auprès d'une partie de la population. Bon. De ce point de vue-là, excusez-moi de le dire, mais le pire danger d'extrême droite qu'on ait en France en ce moment, c'est Macron lui-même. Parce qu'il verrouille la démocratie et il met à la vindicte publique, comme on l'a dit tout à l'heure, une partie des millions de Français totalement innocents. Si j'en crois votre parole et vu ailleurs et des lectures que j'ai pu avoir, on n'est pas loin de la dictature pour vous. Oui, mais c'est la vérité. Et c'est ressenti comme tel. Bon. Je pense par ailleurs que quelqu'un comme Éric Zemmour, lui, c'est l'extrême droite, parce qu'il a été condamné définitivement après toutes les voies de recours pour incitation à la haine raciale, parce qu'il tient des propos qui jettent de l'huile sur le feu dans la société française. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes qui sont perçus comme tels par beaucoup de Français. D'ailleurs, des Français, y compris des Français issus de l'immigration, face à une immigration qui est incontrôlée. Tout ça est vrai. Mais c'est une chose que de constater des problèmes, c'en est une autre que de savoir d'où est l'origine des problèmes, et puis aussi comment on règle. Et là, moi, s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est le bouc émissaire. C'est de faire des généralités, c'est de taper sur les gens par principe. C'est inhumain, c'est contraire à toute l'éthique chrétienne, c'est toute l'éthique voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est absolument inimaginable, inconcevable qu'un chef d'État français se permette de jeter à vindicte publique quelqu'un comme des millions de Français parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ils n'ont rien commis d'illégal. J'ai dit d'ailleurs, j'ai demandé, ça devrait, dans n'importe quelle démocratie du monde, ça n'aurait pas été toléré. Et il y aurait une procédure de destitution. La France, les députés aurait dû lancer une procédure de destitution contre Macron. On ne peut pas tolérer qu'un chef d'État français se comporte. Vous avez lancé cette demande il y a quelques semaines. Où est-ce qu'on en est ? Mais rien.
De même qu'il n'y a pas non plus de motion de censure contre le gouvernement. On a une pseudo-opposition qui ne fait rien, je suis désolé. On a Madame Le Pen, on a Monsieur Mélenchon, on a Monsieur Roussel, on a Madame Hidalgo, on a même Monsieur Dupont-Aignan en non-inscrit, etc., ou Monsieur Lassalle en non-inscrit. Ils ne font rien. Parce que je vais vous donner une statistique. Je sais que je donne beaucoup de statistiques et peut-être c'est un peu parfois peut-être un peu compliqué pour les gens, mais je vais essayer d'être clair. La motion de censure dans la Ve République permet de censurer un gouvernement. C'est-à-dire que ce sont les députés. Il faut 58 députés. Il ne faut pas tous les députés. Il suffit d'avoir 58 députés. Or, les 58 députés, vous les trouvez facilement. Il y a 96 députés qui ont voté contre le pass vaccinal. Donc il suffit d'avoir la moitié d'entre eux pourraient déposer une motion de censure. La motion de censure, c'est contre le chef du gouvernement. Il faut, pour qu'elle soit votée, qu'il y ait la majorité des députés qui soient là, qui aient voté positivement. Alors c'est assez difficile à réunir. Il y a eu 58 motions de censure depuis la création de la Ve République. La Ve République a été créée en octobre 58. On est en janvier 2022. Donc on peut dire que 58, ça fait 63 ans que la Ve République existe. Il y a eu 58 motions de censure. Ça veut dire une moyenne à peu près de une par an. Sur les 58 motions de censure, il n'y en a qu'une seule qui a réussi. En 1962, une motion de censure contre le gouvernement de Georges Pompidou, parce que c'était au sujet de la loi qui allait lancer le référendum auprès des Français sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Bon. Vous savez que c'est en 62 que De Gaulle a fait ça pour modifier la Constitution. Et donc il y avait des députés qui voyaient évidemment qu'on retirait du pouvoir aux partis politiques. C'était un appel directement au peuple. Donc il y a eu une motion de censure qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Le gouvernement Pompidou est tombé. Et à ce moment-là, donc, Charles de Gaulle a dissous l'Assemblée nationale. Il y a eu de nouvelles élections. Et puis il a renommé ensuite, comme il a gagné les élections, il a renommé Georges Pompidou. Mais toutes les autres, sur les 58 motions de censure, il y en a 57 qui n'ont pas été votées. Mais c'est pas parce que ça n'est pas voté que ça n'existe pas. C'est toujours un signal. C'est comme lorsque les partis d'opposition déposent des amendements. Lorsque Mélenchon dépose un amendement à une loi, par exemple, ou les gens qui sont avec lui, dans 95% des cas, l'amendement est rejeté. Mais c'est son travail d'opposant. Le travail de l'opposition, c'est justement de proposer des choses qui ne sont pas forcément votées, mais parce que s'ils font pas ça, ils ne servent plus à rien. Ils n'ont plus, à partir du moment où ils sont minoritaires, ben ils n'ont plus à l'Assemblée. Et puis voilà. Et puis non, parce que à partir du moment où vous avez des débats sur la motion de censure, par exemple, ça fait réfléchir tout le monde. L'ensemble de la population française est avertie, elle est informée du problème, etc. Donc il y a une vertu pédagogique. Eh bien, ce que je vais vous dire est quand même assez surprenant, c'est que Pompidou, qui a été pendant 7 ans Premier ministre, de 1962 à 1968. Il a eu 7 motions de censure pendant ce temps, une par an. Raymond Barre, qui a été Premier ministre de 76 à 81, donc pendant 6 ans, il a eu 7 motions de censure, un peu plus d'une par an. Pierre Mauroy, qui a été Premier ministre de François Mitterrand de 81 à 84, donc pendant 3 ans, il a eu 7 motions de censure. Vous savez combien de motions de censure a eu Castex ? 0. Vous savez combien de motions de censure ont été déposées à l'Assemblée nationale contre les gouvernements de Macron ? Et il y en a eu 3 en 2017-2018 contre Édouard Philippe. Et depuis 2018, il y a 0 motion de censure. C'est-à-dire qu'on a vu un truc incroyable. Les attaques contre les libertés publiques, le pass sanitaire, le pass vaccinal, etc., alors même qu'il y a une partie majoritaire de la population, tous les sondages l'indiquent, qui sont contre le pass vaccinal, l'opposition, alors même qu'elle a les moyens de déposer des motions de censure, ne le fait pas. Qu'est-ce que c'est ? Moi, si vous voulez, les rodomontades d'un Mélenchon ou des Républicains qui sont officiellement dans l'opposition, ou de Madame Le Pen, ou des socialistes, ou des communistes, c'est André Chassaigne qui est le président de groupe à l'Assemblée nationale, et qui disent qu'ils sont l'opposition, mais nom d'une pipe, pourquoi ils n'ont pas déposé une motion de censure ? C'est complètement incroyable.
J'ai la même chose à dire sur la procédure de destitution. La procédure de destitution, c'est l'article 68 de la Constitution. Bon, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. La probabilité que ça puisse déboucher sur une destitution effective du président de la République, elle est quasiment nulle. Mais c'est pas parce que elle est nulle qu'il ne faut pas la faire. Imaginez qu'il y ait eu... Moi, j'ai réclamé une procédure de destitution depuis... ça fait 3 ans que j'ai mis en ligne, c'était même 4 ans, c'était 3 ans et quelques mois, c'était fin 2018. J'ai mis en ligne sur notre site upr.fr tout un dossier pour expliquer comment fallait faire. Ce sont les parlementaires, les députés et les sénateurs qui ont le monopole de la procédure de destitution. C'est pas le peuple. Hein. Moi, je n'y pas, je ne suis pas parlementaire. Ce n'est pas le peuple. Ce sont les députés et les sénateurs. Donc, il y a tout un processus à suivre. C'est d'ailleurs je le signale d'autant plus qu'en 2016, les Républicains ont lancé la procédure de destitution contre François Hollande, parce que François Hollande avait fait, vous savez, cet ouvrage « Un président ne devrait pas dire ça », et il avait trahi des trucs confidentiels, des secrets défense, qui pouvaient mettre en cause certains militaires. Bon. Donc les Républicains ont lancé la procédure de destitution, qui n'est pas allé jusqu'à son terme, c'est exact, mais qui a fragilisé François Hollande et qui a d'ailleurs pu peser dans le fait que François Hollande ne se représente pas. Pour ça, il faut avoir donc 10% des députés, 10% des sénateurs, ça veut dire à peu près 58 députés et 35 sénateurs. On peut les trouver. Ben, je vous assure que si on lançait la procédure de destitution de Macron, même si elle ne parvient pas à son terme, les Français, d'un seul coup, ils se diraient « Mais c'est vrai, ce monsieur n'est pas digne d'être président de la République après les propos qu'il a tenus. » Et ça affaiblirait considérablement sa possibilité de réélection. C'est donc un sujet... Pourquoi l'opposition ne le fait-elle pas? Moi, c'est un mystère pour moi. Et que je ne sais pas. Si vous avez une réponse, ben dites-la moi. Il nous reste 50 secondes pour évoquer la question des parrainages. Vous avez entendu hier le polémiste d'extrême droite qui peine à recueillir ses 500 parrainages, s'adresser au président de l'Association des maires de France pour lui dire de faire quelque chose pour des candidats comme lui. Vous vous sentez concerné par ça? Alors moi je trouve ça quand même assez choquant à beaucoup d'égards. D'abord c'est d'un très grand amateurisme. Tout le monde sait comment ça fonctionne. Tout le monde, en tout cas tous les gens qui se présentent à l'élection présidentielle devraient savoir comment ça se présente. Donc si monsieur Zemmour se rend compte quelques semaines avant l'affaire qu'il les a pas, ça veut dire que ça met quand même sérieusement en cause ses qualités de stratège, excusez-moi. Hein, ça veut dire qu'il a dépensé des dizaines et dizaines de milliers d'euros pour des meetings, etc. Il a été ultra médiatisé. Il paraît qu'il est entouré, il est entouré d'un général, il est entouré de préfets, de sous-préfets à la retraite, etc. Bah, excusez-moi, s'il n'est même pas capable d'avoir ce que des personnes comme Nathalie Arthaud ont, c'est qu'il y a un petit problème de stratégie. Deuxièmement, je suis choqué par le fait... On a l'impression qu'il se comporte comme un enfant gâté. Comme lui, il n'y arrive pas, il faudrait que d'un seul coup, on change les règles pour lui. Mais attendez, moi, pour la présence en 2022, j'espère que je vais les avoir, mais c'est plus difficile que ça n'a jamais été. Il y a d'ailleurs beaucoup de candidats qui vont être sur le carreau. Nous, on a commencé à chercher ça depuis 2019. Parce que je sais ce que c'est. Moi, je suis un stratège. Bon, et moi, je ne prétends pas, si j'ai du mal, je ne prétends pas au dernier moment qu'on va modifier les règles pour moi. Alors après ça, les partisans de M. Zemmour crient à l'inéquité en disant c'est scandaleux, etc. D'accord, mais à qui le dit-il? Parce que c'est pas la seule inégalité. Quand je vois que moi j'ai eu 0,022% des temps de parole alors que j'ai fait 1,2% dans les urnes et que M. Zemmour a jamais fait que 0% n'est jamais présenté à aucune élection et que comme il bénéficie de son statut de commentateur à la télévision depuis des mois et puis et les promotions qu'il a eues, il a eu des centaines d'heures à la télévision, ça il trouve que c'est normal, il trouve que la compétition est équitable. J'ai vu d'ailleurs en plus de ça qu'il demande qu'il y ait une modification pour les candidats dont les sondages seraient supérieurs à 8%. Donc c'est incroyable. Puis la dernière chose, que d'amateurisme. Mais jamais le président de l'Association des maires de France ne peut faire quoi que ce soit. C'est de la loi qu'il relève. C'est une question de loi. Donc le président de l'Association des maires de France, M. David Lisnard, n'a absolument aucune possibilité. J'ai même vu, j'y ai bien compris, que M. Zemmour envisage d'avoir un pool de maires anonymisés. Ça n'existe pas. Donc son truc n'est pas viable et ça donne un peu l'impression d'une espèce de panique, à mon avis. Voilà ce que je pense. François Asselineau, vous aurez à faire face demain à des adversaires très révolus d'un mot.
votre meilleur ennemi? Mon meilleur ennemi, je dirais que c'est... de toute façon, disons que ce que je note, et c'est ce que je vais faire ressortir, c'est que, comme l'avait dit Xavier Bertrand en parlant de lui-même, les autres candidats ne sont pas du niveau. Ils ne sont pas du niveau. Moi, j'ai pris dans mon programme un engagement qu'aucun ne pourra prendre. C'est que moi, si je suis élu, je prends l'engagement qu'à mi-mandat, j'aurai mis en œuvre au moins la moitié de mes engagements. Et la meilleure preuve, c'est que je ferai un référendum révocatoire où je demanderai aux Français est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Et pourquoi je fais ça? Les autres jamais ne vont vous promettre ça. C'est parce que tout le monde fait des promesses. Au bout du compte, tout le monde aura un programme. Les Français se disent mais comment je fais la différence? Eh bien la différence, c'est que, et ce que j'essaierai de montrer tout au long de cette campagne, c'est que les promesses faites par les autres candidats, alors c'est des promesses ronflantes, mais ils ne pourront pas les mettre en œuvre puisqu'ils restent dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro. Je vais prendre un exemple. Problème de l'augmentation du SMIC. Moi, je propose une augmentation de 24% sur 5 ans, en termes réels, c'est-à-dire non tenu de l'inflation. Ça veut dire à peu près 4,4% par an, pendant 5 ans, du SMIC. Ça veut dire d'ailleurs au passage que l'ensemble des salaires montera également. Eh bien, ces 4,4%, moi, je pourrais le faire parce que je me sortirais des contraintes de l'euro. On voit Madame Pécresse, Monsieur Mélenchon, Monsieur Roussel, Madame Hidalgo, Madame Le Pen, tous ces gens disent « moi je vais augmenter le SMIC, etc. » Oui, sauf que comme ils restent dans l'euro, eh bien il faut que nos compatriotes sachent que Madame Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a déjà mis en garde tout le monde. Il est hors de question d'augmenter les salaires plus que l'inflation au cours des années qui viennent. Ça veut dire qu'en fait, les promesses qui sont faites par toutes ces personnalités, ils ne pourront pas les tenir puisqu'ils veulent rester dans l'euro. François Asselineau, président de l'UPR, était l'invité du grand entretien sur Globe Radio. Les grands entretiens de Jean-Jacques Seymour. Jean-Jacques Seymour reçoit à son micro les grandes personnalités qui font l'actualité culturelle, politique, sportive et économique. Les grands entretiens de Jean-Jacques Seymour, le nouveau rendez-vous incontournable sur Globe Radio.